En cas de conflit avec l'Iran, Israël pourra se rapprocher de l'Iran, être plus menaçante pour l'Iran. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient, consacré aujourd'hui à l'Iran et à sa position pour le moins inconfortable après la conclusion d'une alliance stratégique et militaire entre Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn, et sans doute d'autres pays qui pourraient suivre dans la région du Golfe Persique. Avec nous pour en parler, en ligne depuis Paris, Michel Taubman, spécialiste des questions iraniennes. Bonjour et shalom. Bonjour. Michel. Shalom. Michel, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'ancien directeur du bureau parisien de l'information à la chaîne de télé franco-allemande Arte. Vous êtes ex-rédacteur en chef de l'excellente revue Le Meilleur des Mondes. Et vous êtes à présent directeur d'ouvrage aux éditions de l'Archipel et éditorialiste politique sur la chaîne de télé I24 News. Et vous êtes aussi l'auteur, entre autres publications, d'un livre paru en 2009, un livre très complet aux éditions de Noël, en collaboration avec Ramin Parham, intitulé, et qui porte justement sur l'Iran, Histoire secrète de la révolution iranienne. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, Michel, expliquez-nous en quoi cette formidable et nouvelle alliance géopolitique au Moyen-Orient que constitue ce rapprochement public et je dirais ostentatoire, je dirais même entre Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn, en quoi cette alliance gêne à ce point l'Iran que toutes sortes de menaces ont été émises. En quoi c'est une nouvelle donne en fait? Alors écoutez, cette alliance ne fait que concrétiser un état de fait. C'est-à-dire que cela fait déjà longtemps que l'Iran dénonce l'alliance de fait entre Israël et les pays arabes sunnites de la région et les États-Unis. Donc, ce qui est nouveau, c'est l'officialisation et c'est les conséquences qui vont pouvoir être tirées ouvertement dans les relations entre Israël et les pays arabes, et notamment sur le plan militaire. C'est ça qui peut gêner l'Iran, c'est que Israël devenant ouvertement un allié des Émirats arabes unis. Le Bahreïn, c'est autre chose, j'en parlerai tout à l'heure. Ça veut dire qu'en cas de conflit avec l'Iran, Israël pourra, l'aviation israélienne pourra éventuellement se rapprocher du front, se rapprocher de l'Iran, être plus menaçante pour l'Iran, pouvoir survoler éventuellement les espaces aériens saoudiens. Donc voilà, ça change la donne sur le plan militaire. Je voudrais quand même mettre un bémol sur la nature des deux pays que sont le Bahreïn et les Émirats arabes unis. Autant l'alliance avec les Émirats arabes unis se passe, je dirais, dans la joie du côté des Émirats arabes unis, où elle est accueillie par un consensus national assez général. Les gens sont contents, il va y avoir du business avec Israël, la cause palestinienne leur importe peu, et d'ailleurs on a vu des reportages où ils disent les Israéliens sont les bienvenus, on a hâte d'aller visiter Israël, les touristes juifs sont les bienvenus, etc. Le Bahreïn, c'est différent. Le Bahreïn est un pays sur lequel l'Iran a des leviers de contestation et de déstabilisation, puisque le Bahreïn est un pays dirigé par des sunnites, tout comme les Émirats arabes unis, mais la majorité de la population est chiite. Et il y a depuis une dizaine d'années des contestations de la part, non pas je ne dirais pas de la minorité, mais de la majorité chiite. Et vous comprenez bien que dans un pays où une minorité domine une majorité, il y a là un élément extrêmement déstabilisateur pour les Iraniens qui ont des alliés. La majorité de la population est spontanément, naturellement, culturellement plus proche de l'Iran que de ses dirigeants. Et donc, l'alliance avec Israël est mal perçue là-bas et sera évidemment un élément plus complexe à traiter qu'avec les Émirats arabes unis. Oui, on se souvient d'ailleurs qu'au début des printemps arabes, il y avait eu des émeutes fomentées sans doute par des agents iraniens, en tout cas, où la population chiite avait manifesté, avait voulu aussi renverser le régime, et l'Arabie saoudite avait envoyé des blindés au Bahreïn pour rétablir l'ordre. C'est-à-dire que cette donnée, c'est une donnée de fond. La majorité de la population est chiite à Bahreïn, et c'est vraiment c'est un élément dont il faut tenir compte. Bien sûr. Et donc, il y aura des conséquences.
Alors, en fait, au nombre justement des conséquences que vous évoquiez de cette nouvelle alliance, on assiste au développement propulsé par Téhéran de manière encore plus active et véhémente que ces derniers mois, d'un axe donc Iran, Hamas, Hezbollah, avec aussi Turquie qui est même si les rapports entre Ankara et Téhéran sont pas toujours au beau fixe, en tout cas un axe irrédentiste face à cette nouvelle alliance Israël, Émirats arabes unis, Bahreïn, qui comprend aussi l'Égypte, et peut-être demain, mais ça c'est une autre question, l'Arabie saoudite éventuellement. Alors, qu'est-ce que ça signifie ce front du refus au niveau, je dirais, pas seulement diplomatique, mais au niveau militaire et stratégique? Ben, ça veut dire qu'on assiste à une radicalisation des positions. Depuis la sortie des États-Unis en 2018, en mai 2018, de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, on assiste de tous les côtés, et notamment du côté iranien, à une radicalisation. Alors on le voit, les pays arabes maintenant affichent ouvertement, pas tous, mais certains et de plus en plus, vont afficher ouvertement leur alliance avec Israël. On le voit, il y a un changement de paradigme puisque la création d'un État palestinien n'est pas abandonnée comme perspective par les pays arabes, mais elle n'est plus le préalable à une normalisation des relations avec Israël. Hein, et de l'autre côté, bien évidemment, cela donne du grain à moudre pour les Iraniens qui peuvent encore plus qu'auparavant dénoncer la trahison des pays félons, des monarchies pétrolières, etc. Et donc, bien évidemment, les Iraniens, on est dans une espèce de guerre froide entre l'Iran, Israël, l'Iran d'un côté, Israël et les États-Unis de l'autre. Et je pense que rien ne se fera avant les élections américaines. Les Iraniens, de leur point de vue, pour l'instant, ils rassemblent des forces, le Hezbollah, leurs alliés, djihad islamique et le Hamas, dans le au sud d'Israël. Mais pour l'instant, on est l'arme au pied. Les uns et les autres se tiennent l'arme au pied. Et personne n'a envie, surtout avec la crise du coronavirus, de passer à l'offensive et de déclencher une guerre ouverte. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de guerre ouverte avant les élections américaines. Hein, je pense que c'est peu envisageable. Et puis, même du point de vue d'Israël, avec la situation du coronavirus, etc., personne ne déclenchera les hostilités. Mais les taux se resserrent autour d'Israël. Et c'est vrai qu'on est dans une situation qui est extrêmement complexe, puisqu'il y a des nouvelles positives. Nouvelle positive, c'est la reconnaissance d'Israël par des États arabes, et c'est un événement considérable hein, pour Israël et pour la géopolitique de la région. Les pays arabes ne forment plus un bloc uni, et les pays musulmans, au sens large, ne forment plus un bloc uni contre Israël. Donc ça, c'est un événement considérable. Et en même temps, du point de vue local, les taux se resserrent autour d'Israël et la menace devient de plus en plus concrète au nord et au sud du pays. Donc la menace d'une attaque de la part sur trois fronts, je dirais, le Hezbollah au nord, venant du Liban, les gardiens de la révolution au nord toujours, mais venant de la Syrie, et puis le Hamas et le djihad islamique au sud. Et en même temps, on sait très bien, et vous qui vivez en Israël, vous savez très bien, pour quelles raisons aussi le Hamas et le djihad islamique ne peuvent pas aujourd'hui engager une confrontation avec Israël dans laquelle ils seraient perdants, dans laquelle tout le monde aurait à perdre. Donc on est l'arme au pied. Mais du point de vue iranien, je voudrais quand même souligner la résilience du régime, car ce régime qui prend beaucoup de coups depuis mai 2018, hein, le durcissement américain a eu pour conséquence la baisse des exportations pétrolières iraniennes, une crise économique considérable, une crise sociale considérable, des manifestations, des émeutes réprimées dans le sang avec peut-être plus de 1000 morts il y a quelques mois, un durcissement du régime, on l'a vu encore hier avec l'exécution d'un sportif, d'un lutteur de lutte gréco-romaine, un jeune homme de 27 ans accusé d'avoir tué quelqu'un d'avoir tué un partisan du régime, un fonctionnaire du régime lors d'une manifestation, lors des émeutes contre la crise économique il y a 2 ans. Donc on a un durcissement du régime iranien et en même temps, le mécontentement augmente, la population est de plus en plus remontée contre le régime, ils ont très mal géré le coronavirus, les chiffres officiels sont en dessous de la réalité et les opposants annoncent peut-être 100 000 morts en Iran. 100 000 morts pour un pays qui a à peu près 82 millions d'habitants. Donc,
vous comparez avec la France, c'est beaucoup plus que la France, c'est beaucoup plus que l'Allemagne, qui en a environ 10 000. Donc, on a une situation qui est très mauvaise du point de vue du régime islamique, et en même temps, il se maintient, car il n'y a pas d'opposition aujourd'hui capable de cristalliser le mécontentement. Écoutez, à l'encontre un petit peu de votre prévision concernant le fait qu'on met seulement l'arme au pied, chacun fourbissant ses plans et ses armes, certains analystes israéliens, en cette en cette semaine, ont annoncé que, ont avancé, je dirais plutôt, que l'Iran pourrait faire attaquer, pas directement en tant que force iranienne, mais par leur proxy et les mini-chiites qui se trouvent un peu partout disséminés dans la région, pourrait justement, en guise d'avertissement, faire attaquer, comme ça c'est déjà d'ailleurs fait ces derniers mois, à nouveau des bases américaines en Irak, ou directement des sites stratégiques au Bahreïn ou dans les Émirats, voire même certaines salles d'intimidation du Hezbollah qui est déployé, comme on le sait, sur les hauteurs du Golan syrien. Et ce, d'autant que l'Iran a quand même aujourd'hui mis au point un arsenal de missiles qui pourrait atteindre Israël. Il y a eu des essais ces derniers jours. Est-ce que vous maintenez votre analyse que tout le monde est dans une position attentiste ou qu'on risque quand même d'assister à des dérapages indirects par les proxys iraniens? Alors, des dérapages indirects, c'est possible. Par exemple, il y a la question toujours posée de représailles suite à l'assassinat de Soleimani, du général Soleimani, le chef suprême des gardiens de la Révolution, des brigades Al-Quds en Syrie et au Liban et sur l'ensemble du Moyen-Orient en janvier dernier. Il n'y a pas eu encore de riposte. Et la riposte, elle sera indirecte, elle ne sera pas ouvertement revendiquée. Elle peut se faire évidemment par l'assassinat d'un diplomate américain quelque part au Moyen-Orient, mais elle ne sera pas ouvertement revendiquée. Les attaques contre les bases américaines en Irak n'ont pas, pour l'instant, provoqué de réactions américaines à la hauteur de ces attaques. Donc on est dans une situation d'attente des deux côtés et il ne faut pas prendre les mollahs, les dirigeants iraniens pour des bouts de feu. Il y a des bouts de feu parmi eux, mais ce sont des joueurs d'échecs, très conscients des rapports de force et qui, on l'a bien vu depuis 3 ans, qui font en sorte de doser leur réponse, et on l'a vu surtout après l'assassinat de Soleimani. Il y a beaucoup de paroles, on dit on va mettre le feu au Moyen-Orient, on va détruire Israël, on va détruire Tel Aviv, etc., on va détruire les Américains, et on ne fait pas grand-chose. Il y a un décalage entre les paroles et les actes. Et là, d'après moi, les informations que j'ai, d'après une certaine logique, pour l'instant, les dirigeants islamiques iraniens sont près du but, c'est-à-dire le but qu'ils s'étaient fixé, c'est novembre 2020, c'est-à-dire l'élection américaine. Vous savez, c'est un peu comme un coureur de marathon épuisé qui a perdu beaucoup de force dans cette course depuis quelques années face aux États-Unis, mais qui dose ses efforts pour atteindre la ligne d'arrivée, en se disant que si par chance pour eux, Donald Trump n'est pas réélu, eh bien de nouvelles perspectives de renégocier un accord s'ouvrent, mais même si Donald Trump est réélu, comme ils sont assez pragmatiques à ce moment-là de renégocier un accord. Mais une guerre ouverte sur plusieurs fronts, etc., revendiquée par l'Iran, pas par ses proxys, mais revendiquée par l'Iran, dans le contexte actuel, me semble peu probable, en tout cas jusqu'aux élections américaines. Alors, c'est aussi pour cette raison de fond que vous expliquez la passivité iranienne, pas seulement vis-à-vis de l'élimination de Soleimani, mais après le fait tout à fait inédit d'attentats et d'incendies provoqués, qui ne sont pas des accidents, pendant tout le mois de juillet, dans une vingtaine de sites stratégiques assez importants, tous liés au programme nucléaire iranien, qui ont constitué un fait sans précédent. Et il y a eu effectivement des menaces et des injonctions, mais à la grande surprise de certains stratèges, les Iraniens n'ont strictement rien fait, alors que c'était un fait sans précédent. On avait vu quelques cyberattaques, parfois quelques incendies, mais là, c'était presque tous les 2-3 jours un site stratégique qui était atteint et les Iraniens n'ont pour l'instant rien fait. C'est tout de même assez stupéfiant. Il y a deux phénomènes qui sont produits depuis 2 ans. C'est la reprise du programme nucléaire par les Iraniens et en même temps l'affaiblissement de ce programme par les attaques que vous venez de citer. Et ce qu'on constate chez eux, c'est toujours la volonté de gagner du temps, faire le dos rond et surtout garder le pouvoir à tout prix.
hein, et c'est ça un peu ce qu'il faut comprendre dans la psychologie des dirigeants islamiques iraniens et les conséquences, par exemple, des élections de février. Le pouvoir a été, je ne dirais pas donné, mais confirmé aux plus durs. Ce sont les plus durs qui ont gagné les élections législatives. Et leur tactique, c'est un peu la tactique de la torture romaine, c'est-à-dire on serre les rangs autour des fondamentalistes et on essaye de maintenir le régime, d'autant plus qu'il n'y a pas aujourd'hui d'opposition structurée qui puisse contester le pouvoir. Et n'oublions pas que c'est un régime qui est né d'une révolution, qui est né dans le sang, et quand on tient sa légitimité d'une révolution sanglante, on sait le sort qui vous attend, c'est-à-dire le sort qui vous attend le jour où il y aura une révolution qui permettra de les renverser. Ce sera l'exil dans le meilleur des cas, mais ça sera forcément, très probablement, des procès ou des morts violentes. Donc, ce sont des gens qui, quelque part, n'ont plus rien à perdre aujourd'hui et qui sont prêts à tout pour garder le pouvoir, et alternant la menace, alternant la négociation, et qui n'ont aucune perspective à proposer à leur pays, qui est totalement exsangue. Et d'ailleurs, le paradoxe de la situation au Moyen-Orient, c'est que les Israéliens sont en train de faire la paix avec des régimes arabes dont la population est plutôt hostile à Israël alors que les régimes sont plutôt favorables, et le pays où la population est, disons, la plus favorable à Israël, aux États-Unis, à l'Occident, où souterrainement la jeunesse encense l'Occident, où on se réunit pour écouter la musique rock, où on fantasme sur les États-Unis, sur Israël, sur l'Europe, eh bien c'est ce pays dont la direction est la plus hostile à Israël, aux États-Unis et aux Européens. À propos des Européens, je veux quand même dire quelque chose, c'est qu'effectivement, c'est important que les Européens se soient félicités de l'accord de paix, l'accord Abraham, de paix entre les Émirats arabes unis et Israël, et plus globalement du rapprochement entre les pays arabes et Israël, car bien évidemment, les Européens qui cherchent aussi à maintenir le contact avec les Iraniens ne pourraient pas approuver une opération iranienne dès lors qu'elle serait présentée comme une riposte, une représaille, une hostilité à cet accord de paix que les Européens, dans leur majorité, en tout cas la France et l'Allemagne, soutiennent, vous voyez, et le Royaume-Uni. Donc on est dans une situation extrêmement complexe et c'est vrai que, à part des escarmouches, à part des gestes symboliques, éventuellement un attentat, hein, mais il faut encore en avoir les moyens logistiques, et surtout la possibilité de déstabiliser le Bahreïn, qui est peut-être finalement la principale carte des Iraniens aujourd'hui. Je crois que c'est l'attentisme qui prévaudra jusqu'aux élections, mais les élections américaines, c'est dans un mois et demi, et puis il peut toujours évidemment y avoir un dérapage. Il peut y avoir aussi des éléments des gardiens de la Révolution qui décident de lancer une attaque contre Israël depuis la Syrie parce qu'ils sont exaspérés par les attaques israéliennes, etc. Tout peut arriver, mais ce n'est pas en tout cas la volonté de la direction à Téhéran, pour l'instant. À propos des réactions européennes, et notamment de la réaction française à cet accord, à cette nouvelle alliance entre Israël et certains pays du Golfe, je me suis laissé dire, mais vous allez me le confirmer ou me l'infirmer, que dans les premiers jours, tout du moins, dans les médias français, ce n'était pas une grande nouvelle, ça a été plutôt, si ce n'est passé sous silence, mais pas tellement pris en importance. Est-ce que c'est le cas maintenant? Est-ce que le ton a un peu changé? Bah, écoutez, vous lisez les médias français comme moi. Les médias français s'intéressent très peu à la politique étrangère et très peu au Moyen-Orient, mais la diplomatie française, qui essaye de maintenir un équilibre entre les différents partenaires au Moyen-Orient, la diplomatie française a salué cet accord. Et donc, elle ne s'est pas alignée sur la position de l'autorité palestinienne. D'ailleurs, on voit que l'autorité palestinienne aujourd'hui est obligée de nuancer sa position parce qu'autrement, elle va se retrouver toute seule au milieu, abandonnée par tout le monde. Et donc, ce qui est important, par exemple, c'est le fait que ce que soulignent en positif les Français et les Européens en général, qui va dans le sens plutôt des Palestiniens, c'est de dire que cet accord de paix, de réconciliation, de reconnaissance avec les Émirats arabes unis, puis avec le Bahreïn aussi, ne se fait pas au détriment de la cause palestinienne, puisque les Américains l'ont dit encore hier, ils laissent ouvert la possibilité de 2 États jusqu'en 2024, c'est-à-dire jusqu'à la fin d'un éventuel deuxième mandat de Trump. Et dans le cas où ce serait Biden, il n'y aura pas d'annexion d'une partie de la Cisjordanie, en tout cas qui serait validée par les États-Unis, avant longtemps. Donc, ça laisse ouvert à nouveau le champ pour une discussion avec les Palestiniens. Donc, la balle est dans le camp de l'autorité palestinienne. Et finalement, cet accord avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn et peut-être d'autres États
arabe, probablement dans les prochaines semaines, n'apparaît pas comme un accord contre les Palestiniens, mais comme quelque chose qui change finalement les priorités, mais qui laisse ouverte la possibilité d'un accord avec les Palestiniens à condition que eux soient capables de sortir de cette position de refus constant, permanent, etc. Donc on est quand même dans une situation qui a favorisé finalement l'abandon de l'annexion par les Israéliens et par les Américains et donc par les Israéliens favorise aussi le fait que les Européens voient d'un bon œil et saluent cet accord de paix avec les pays arabes qui n'apparaît pas comme un abandon de la cause palestinienne, quoi qu'en disent les dirigeants de Ramallah. Alors, pour en venir à l'élément de fond, puisque c'est revenu plusieurs fois dans vos explications, cette expectative du résultat des élections américaines, il y a eu plusieurs analyses aussi qu'on voit apparaître ici et là, à la fois dans la presse israélienne, la presse internationale, et qui demandent à ce que peut-être nous essayons, nous, vous et moi, d'affiner un petit peu les projections qu'on pourrait faire ou les prévisions qu'on pourrait faire, parce que effectivement sur le papier il semblerait bien que si Joe Biden, le démocrate, l'emporte sur Trump, comme il a développé des positions bien moins dures vis-à-vis du régime de Téhéran que le président républicain, on pourrait s'attendre à une certaine détente, à la renégociation d'un accord, mais certaines analyses disent au contraire que, en tout cas en ce qui concerne Israël, si Joe Biden l'emportait, d'abord les Iraniens seraient poussés à avoir plus de marge de manœuvre pour peut-être pouvoir régler leurs comptes ou du moins prendre leur revanche tant attendue vis-à-vis de toutes les attaques israéliennes en Syrie sur leur force. Je rappelle que depuis à peu près 6 ans, il y a eu plus de 1300 sorties israéliennes qui ont fait des milliers de morts parmi les troupes chiites, mais aussi parmi les gardiens de la révolution, les officiers iraniens qui sont déployés en Syrie. Il y a donc une addition qui doit être une vengeance que les Iraniens aimeraient bien prendre. Et puis aussi, il y a tout ce qu'on a dit sur les dernières attaques du mois de juillet. Bref, il y a un compte qui n'est pas soldé. Et il se pourrait que, en tout cas en ce qui concerne Israël, ce ne serait pas seulement au niveau diplomatique que la victoire éventuelle de Biden ouvrirait une nouvelle situation, mais au niveau militaire. Et alors, ça c'est un aspect des choses, mais tout de suite viennent d'autres analyses pour dire que il faut pas prendre non plus Biden pour un pacifiste, je dirais à la Carter, et que en fait il se pourrait aussi que les Iraniens se trompent en misant à ce point sur Joe Biden, parce que les choses pourraient ne pas se passer comme ils l'attendent. Alors, quelles prévisions et quels éléments pouvez-vous nous apporter à 1 mois et demi des élections américaines en ce qui concerne la politique de Washington vis-à-vis de Téhéran? Écoutez, tout ça est évidemment suspendu au résultat des élections. C'est vrai qu'il y a au sein du Parti démocrate, ce qui n'existait pas auparavant, il y a une aile gauchiste aujourd'hui qui est anti-israélienne, qui est indigéniste, comme on dit en France, etc., qui exacerbe le communautarisme qui a toujours existé aux États-Unis, mais en même temps, Biden n'en fait pas partie. Biden est au centre et même à l'aile droite du Parti démocrate, et donc le Parti démocrate et Biden s'inscrit plutôt dans une tradition d'amitié avec Israël, et vous savez, je ne pense, après, les choses sont souvent plus compliquées qu'on l'imagine auparavant. C'est-à-dire que ce qui compte quand même d'abord, c'est les intérêts des États-Unis. Et les intérêts des États-Unis avec Obama, avec Trump et peut-être avec Biden, ce n'est pas, c'est de se désengager du Moyen-Orient. Et ce n'est pas de s'embourber à nouveau dans une guerre. Et vous savez, s'il y a bien une continuité entre Obama et Trump, c'est celle-là. C'est que finalement l'un et l'autre auront été des hommes de paix au Moyen-Orient. Alors on peut en penser ce qu'on veut, on peut le critiquer. Obama porte une lourde responsabilité en ayant refusé de tirer les conséquences de la fameuse ligne rouge qui avait été dépassée en 2013 lorsque les Syriens ont utilisé des armes chimiques, et puis il avait dit on va intervenir et seuls les Français étaient prêts à intervenir. Trump a beaucoup tonné contre les Iraniens, il a beaucoup tonné contre les uns et les autres, il a pris des sanctions sur le plan économique, mais sur le plan militaire, Trump, pour l'instant, ne souhaite pas de guerre. Et vous savez, Trump… Il a même opéré des retraits militaires en Irak. Voilà,
voilà, l'idée, c'est que plus aucun boy ne doit mourir à l'extérieur. Vous savez, il y a eu le Vietnam il y a longtemps, puis il y a eu la guerre en Afghanistan, il y a eu la guerre en Irak. Trump, malgré tous ses discours belliqueux, violents, etc., est plutôt un homme de paix. Hein. Il a cherché à faire la paix avec la Corée du Nord, sans résultat pour l'instant. Il a cherché attendez, là j'ai un petit problème. Voilà. Il a cherché à faire la paix avec la Corée du Nord, sans résultat. Il a voulu faire la paix avec les talibans. Bon, en Irak, il a continué le désengagement commencé par Obama. Et finalement, ce qui reste de lui, du point de vue du conflit du Moyen-Orient, d'Israël, du conflit israélo-palestinien, c'est d'une part qu'il laisse cette réconciliation, et ça peut-être ce qui sera à l'actif de Trump, du mandat, de ce premier mandat, ou peut-être du seul mandat s'il n'est pas réélu, c'est la réconciliation entre Israël et les pays du Golfe. Hein. Et puis, c'est qu'il laisse ouverte finalement la porte pour un État palestinien. Donc, il y a une constante dans la politique américaine qui est plutôt de se désengager du Moyen-Orient, donc de chercher plutôt à concilier les choses plutôt qu'à exacerber les choses entre Israël et ses voisins, Israël et les Palestiniens. C'est plutôt de garder des forces pour l'affrontement décisif sur le plan économique et peut-être diplomatique et militaire avec la Chine. Et il est peu probable qu'au-delà des discours, les choses changent. Mais vous savez, même la grande surprise qu'on peut avoir avec Trump, c'est qu'un Trump réélu, à ce moment-là, aura la force d'imposer un accord aux Iraniens, parce que les Iraniens ne pourront pas attendre 4 ans de plus. Là, ils ont attendu, il ne reste plus qu'un mois à attendre, mais Trump réélu sera, je pense qu'il aura plutôt à cœur d'imposer un accord aux Iraniens que de faire la guerre aux Iraniens, ou alors un affrontement limité qui déboucherait sur un accord dans un rapport de force qui serait favorable aux États-Unis. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'on n'est plus en 1978, en 1979, quand les Américains ont pu abandonner le Shah et laisser Khomeini prendre le pouvoir en Iran. Aujourd'hui, les Américains ne sont plus les maîtres du jeu dans la région. Il y a les Chinois et les Russes. Et quand on parle de l'Iran, on dit l'Iran, le Hezbollah, le Hamas, Israël. Mais derrière, il y a deux grandes ombres. C'est l'ombre de la Russie et de la Chine, qui sont des ombres protectrices. L'Iran... La réponse iranienne aux sanctions américaines, ça a été de se tourner vers la Chine et d'engager un partenariat économique durable avec la Chine, en plus de militaire aussi. Et militaire aussi. Et donc, et c'est aussi finalement l'assurance vie du régime iranien, c'est que même si les Russes et encore plus les Chinois ne soutiendront pas a priori l'Iran dans une aventure militaire, la Russie jouera les arbitres, ils ne souhaitent pas la déstabilisation et la fin du régime islamique. Les Russes ne souhaitent pas un régime islamique très puissant, doté de la bombe atomique à leur porte, parce qu'il y a des millions de musulmans en Russie, aux marges de la Russie, et donc ça serait un élément de déstabilisation. Mais ils souhaitent plutôt un régime islamique faible, dépendant d'eux pour sa sécurité, pour son économie, et c'est un peu ce qui est en train de se faire. Alors après, l'inconnu, il y a toujours des inconnus et des surprises dans l'histoire, c'est le peuple iranien qui est cultivé, qui est imbu de démocratie depuis très longtemps, puisqu'il y a eu des expériences démocratiques en Iran, y compris du temps du Shah, et qui est pro-occidental. Et donc, c'est un élément de contradiction, malgré la chape de plomb imposée par le régime, malgré la puissance de la Russie et de la Chine qui soutiennent ce régime, c'est un élément durable qui est finalement le trouble-fête dans ce dispositif mis en place par le régime islamique qui tient encore pour l'instant. Pour combien de temps, Dieu seul le sait. Michel, merci beaucoup. Arme au pied, expectative et, je vais dire, attente de l'échéance électorale des présidentielles américaines. C'est un petit peu les têtes de chapitre dans notre entretien. Je vous remercie d'y avoir consacré de votre temps et je vous souhaite à nouveau une bonne année et une bonne santé pour tout le monde. À bientôt, Michel. Merci. À bientôt, Richard. Au revoir.